Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir encore ce mercredi en l'absence de Khaled Drani. Khaled Drani, présentateur habituel du Café Presse Politique en détention depuis le 27 mars dernier, aujourd'hui à Koléa, en attente éventuellement d'une cassation dans son procès. Il peut avoir de l'espoir. Il y a eu cassation dans l'affaire Khalifa qui a été jugée 2 fois. Elle a été renvoyée au 8 novembre prochain. Il faut espérer qu'il y ait une cassation rapide de l'affaire de Khaled Drani pour qu'elle soit rejugée. En tous les cas, c'est la revendication, la revendication du mouvement qui le soutient, c'est sa libération immédiate, qu'on s'entende bien. Alors, nous avons aujourd'hui évidemment parlé toujours de ce volet de la répression qui nous accompagne depuis de nombreux mois dans le Café Presse Politique et dans tous les talks qui traitent de la situation dans le pays, parce que c'est un thème récurrent qu'on n'arrive pas à évacuer. Il y a toujours des détenus et il y a toujours opportunité à en parler. Nous allons nous en parler aujourd'hui avec professeur Fadela Chitour, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre un peu au pied levé à ce Café Presse Politique. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et c'était compliqué aujourd'hui avec les résultats du bac. Oui. Ouais. Pour arriver. Mais bon, félicitations lauréats, les pauvres et leurs parents. oui, les pauvres, surtout ceux qui ne l'auront pas raté, qui ne l'auront pas eu. Hakim Haddad, militant, ancien président de RAJ, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation, ancien secrétaire général. Ancien secrétaire général, oui, détenu du Hirak, qui va nous aider à comprendre un petit peu le sens et l'efficacité de cette politique de la répression dans la durée, comment elle évolue, etc. Je souhaite commencer cette émission par des remerciements. Je veux remercier le public de Radio M, les amis du Café Presse Politique qui ont été tellement nombreux et tellement chaleureux dans leur soutien à la radio, à ma personne, la semaine dernière, lorsque j'ai été convoqué par la gendarmerie nationale. Je n'ai pas eu le temps de les remercier en étant invité à ce plateau et intervenant sur ce plateau en présence de Salim Msbah la semaine dernière. Je le fais aujourd'hui. C'est clair, c'est grâce à vous que nous continuons cette aventure de la liberté, de l'aménagement d'un espace de liberté où on peut discuter. On est très fiers d'avoir organisé d'ailleurs cette semaine dans 5 sur 5 un débat contradictoire où étaient présents des partisans du oui pour la Constitution, des partisans du non et des partisans du boycott. Et ça s'est passé ici, et je ne crois pas que ça soit passé sur un autre plateau de médias. Oui, c'est moi. Donc, remerciements à tout ce public. Continuez de nous soutenir, continuez de nous suivre. Nous continuerons à faire notre travail, nous continuerons à assurer le droit constitutionnel des Algériens à être informés. Soyez-en certains. Alors, le menu de cette émission, c'est essentiellement la répression, c'est essentiellement la résistance à la répression, mais c'est aussi beaucoup les réponses politiques que peuvent apporter à la fois le Hirak, l'opposition et tous les Algériens qui souhaitent sortir de cette impasse-là. Mais avant de commencer, on va appeler à prendre des nouvelles de ce qui s'est passé aujourd'hui au palais, au tribunal de Sidi Mohamed, avec l'audition de 15 des 42 citoyens qui ont été interpellés le 5 octobre dernier, qui avaient marché dans la marche improvisée le 5 octobre dernier, le lundi 5 octobre, et qui avaient été donc traduits en justice. 8 pour eux avaient été envoyés en mandat de dépôt, ils étaient à Al-Harrach, ils ont été présentés aujourd'hui, ils se sont présentés devant la juge, et 7 ont comparu en liberté. Pour Maghreb Émergent, il y a eu, et Radio 1 en même temps, il y a eu la couverture de Khaled Boubker. Khaled Boubker est avec nous? Oui, bonsoir Hassan. Alors, bonsoir Khaled. Est-ce qu'on a une information sur le verdict? Oui, effectivement, la juge
vient de renvoyer le verdict pour la semaine prochaine, pour le 21 octobre, avec Khaled, il y a un parasite, on va devoir baisser peut-être le son de quelque part. Oui. Oui, vous m'entendez bien? Il y a un bruit de fond. Il y a un parasite, c'est pas possible. On a moins de chance que dans Malan Saktin. On va te rappeler dans une minute. Hein. Allô? Oui. On va te rappeler, Khaled. On va te rappeler pour prendre des nouvelles. Est-ce que vous avez compris quelque chose de ce qu'a dit Khaled? En tout cas, ça a été reporté. Le verdict a été reporté. C'est pour la semaine prochaine, le même jour, par la même juge. D'accord. Ok. Verdict reporté, je crois. Ouais. Alors, je vais tout de suite poser une question à Hakim Haddad. C'est une pratique courante. Toi-même, tu l'as connu. On attend de recevoir, par exemple, ici, quelqu'un comme Fodil Boumala. Fodil Boumala a des procès quasiment tous les 15 jours qui sont reportés. Karim Tabou, pareil. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui les empêche de se déployer sur le plan médiatique, parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui sont capables de le faire indépendamment de leur relation à une instruction en cours ou à un procès en cours. Mais on a un peu le sentiment que c'est devenu un instrument, cette histoire de maintenir les gens en suspens dans les militants du Hirak. Oui, d'abord, encore une fois, merci pour votre invitation, et je ne peux pas ne pas dire un mot pour Khaled Drarni, en tout cas avec une très forte pensée pour Khaled, avec qui j'ai eu le plaisir de faire mon premier CPP, et c'était pour moi une première que je n'oublierai pas. Khaled Drarni, aujourd'hui 200 jours dans une cellule à Koléa, avec l'espoir, bien évidemment, qu'avec les mobilisations en Algérie et à l'étranger, qu'il puisse sortir le plus vite possible, comme vous l'avez dit. Oui, en ce qui concerne les tribunaux, moi j'ai du mal à appeler ce qui se passe à l'intérieur, en tout cas vis-à-vis des hirakistes, la justice, même si ça peut paraître un peu bizarre. Les tribunaux, oui, mettent une épée de Damoclès sur les gens. Il y a effectivement ceux que vous avez cités, Boumela et plein d'autres personnes, des citoyens lambda qui ont été arrêtés, qui ont fait ou pas fait de la prison et qui sont suspendus comme ça au procès qui n'arrête pas d'être reporté. Voilà, donc effectivement, c'est pour beaucoup de gens, ils n'osent pas faire ce qu'ils auraient fait s'ils n'étaient pas dans cette situation. Participer à des rassemblements, que ce soit sur Alger, et je parle sur l'ensemble du territoire, hein, participer à des manifestations, éventuellement répondre à des invitations de la part de la presse. On a le cas de Mustafa Benjama, un journaliste qui est sous contrôle judiciaire, notre collègue à Annaba, et qui ne pourrait absolument plus rien faire en public, alors qu'il aimerait être solidaire notamment de Khaled Drarni. Entre autres, oui. Donc, entre autres, lui, moi je vois, pas pour parler de ma petite personne, mais je suis sous contrôle judiciaire pour une autre arrestation qui avait eu lieu le 14 juin dernier. Et ben, j'ai fini par pratiquement, c'est peut-être pas très intelligent, et en tout cas je me fais suffisamment remettre à ma place par nos amis avocats régulièrement, mais je ne peux pas ne pas participer par exemple au rassemblement qu'organise le comité Khaled Drarni pour la libération de Khaled Drarni et des autres détenus le lundi. Donc vous attendez, au bout d'un moment, quand vous êtes vous prenez un risque et vous participez, en tout cas en ce qui concerne moi ou d'autres personnes, à des rassemblements, en tout cas pour la question des détenus ou la question de Khaled Drarni. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas être présent par solidarité, par soutien aux détenus, mais aussi à leurs familles. Donc, on va revenir, Hakim, on va revenir sur l'efficacité de cette politique de répression, on va dire, pas homéopathique, parce que ça bloque les gens, mais qui vise à finalement paralyser les militants. On va essayer de prendre des nouvelles sur comment s'est déroulée l'audience, puisqu'on sait que le verdict a été reporté. Si on peut avoir son parasite cette fois-ci, Khaled Boubker. Khaled, oui. Oui. Bon. Alors, le réquisitoire du procureur était-il sévère, puisque le verdict a été reporté? Oui, exactement. Même c'est un réquisitoire vivement critiqué par les avocats de la défense, vu qu'il y avait beaucoup de vices procédures dedans et beaucoup d'anomalies venues de la part voilà. Ouais. Mais le réquisitoire, est-ce qu'il y a des réquisitoires, est-ce que des peines lourdes ont été requises? Le réquisitoire était de 1 année de prison ferme pour tous les soit ceux qui sont en détention ou ceux qui sont présentés en libre.
Voilà, et la différence, c'est qu'il y a 100 000 dinars d'amende pour les détenus et 50 000 dinars d'amende pour les personnes présentées libres. Bon, bien. Voilà. Est-ce que, alors, c'est la peine, les chefs d'accusation, on peut les rappeler, hein. Une année, j'imagine que c'est la peine maximale pour les chefs d'accusation prévus. 3 chefs d'accusation, c'est celui de l'incitation à troupes mono-armées, aussi incitation au trouble de l'ordre public, et l'autre, voilà, pour citer celui de la loi sur le corona, je me rappelle. Bien sûr. Le respect des distances et donc l'infraction par rapport aux restrictions sanitaires, bien sûr. Et ça, c'est une amende. Hein. Cette loi, on vient d'apprendre que c'est une loi qui n'est pas encore dans le journal officiel. Voilà. Avant, on croyait qu'elle existait dans le journal officiel, mais apparemment, elle n'existe pas encore. D'ailleurs, c'est une vice de procédure relevée par les avocats qui ont demandé à la juge de ne pas retenir ce chef d'inculpation. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci Khaled. Hein. Merci. La communication n'était pas très bonne, mais on a compris l'essentiel. Je vais le rappeler si nos amis auditeurs n'ont pas entendu. Donc, je vous dispense des casques à partir de maintenant. Voilà, vous allez pouvoir souffler. On a plus de. Donc, le verdict a été reporté. Et le juge, le procureur de la République a requis des peines d'1 année pour tous ceux qui étaient impliqués dans ce projet, à la fois ceux qui étaient en détention, qui ont comparu détenus, ou ceux qui ont comparu libres. Et parmi ceux qui ont comparu libres, il y a notre collègue Sadiq Touaoula, qui est directeur graphiste chez nous, à Interface Média, qui édite Radio M, et qui filmait, en sortant d'ici, il partait à Oran avec sa valise, il a filmé spontanément un rassemblement de femmes d'ailleurs, ce jour-là. Et le jour le 5 octobre, il y avait des femmes qui avaient animé une partie de la marche, et il avait été interpellé à ce titre. Et quand ils ont su qu'il était de Radio M, ils l'ont envoyé le mandat de dépôt, Dieu merci. Et donc il a comparu libre aujourd'hui, et à cette heure-ci, il est toujours libre, puisqu'il n'y a que ceux qui étaient en détention qui ont été renvoyés là-bas. On disait au début du Hirak, professeur Chitour, que réprimer n'affaiblissait pas le Hirak au début. Au milieu, au mois de juin de 2019, quand il y a eu les premières arrestations sur le drapeau, etc., à la rentrée, quand il y a eu les arrestations des leaders, que c'est quelque chose qui en fait, n'était que décupler la force, parce que les gens... Un catalyseur. Absolument. Est-ce que c'est aussi vrai aujourd'hui ? Je ne crois pas. Et c'est là, comme vous l'avez dit, la réussite de ces méthodes qui sont un autoritarisme grandissant. Et mon impression, c'est que cette répression, elle est allée crescendo. Et on sait bien que pour avoir un effet terriblement dissuasif sur des militants même dont la foi est chevillée au corps, c'est tout de même une entrave. Surtout que ce qui me frappe, c'est que c'est ajouté, je vais parler en médecin, ce qui s'est ajouté malencontreusement, c'est la fameuse pandémie de la Covid-19. La preuve, j'ai entendu que pour la première fois, ça devient un chef d'inculpation et que ça a l'air d'être intronisé par une loi. C'est, je crois, ce que le correspondant qui nous a parlé. Donc on voit bien, on avait cette intuition que il y avait les abus judiciaires, comme disait Hakim, l'épée de Damoclès sur tous ceux même qui avaient été inculpés et condamnés. Je crois que c'est un harcèlement psychologique crescendo, massif, qui évidemment, maintenant, avec aussi, n'oublions pas, je reviens à la crise et au confinement, je pense qu'il s'est accumulé sur la tête des personnes qui ont été victimes de cette répression une foule de traumatismes et dont participe d'ailleurs ce confinement qui leur rappelle la prison. Je pense qu'il a été pour eux, même soi-disant hors des barreaux, d'être réellement libres. Et ça aussi,
je trouve que ça devra être analysé, psychanalysé, et c'est une situation qui, bien sûr, ne favorise pas la résistance. Vraiment, je crois que quand ils le sont, résistants, ça a quelque chose à voir avec l'héroïsme. Hakim, est-ce qu'il n'y a pas une mention particulière à évoquer parce que nous, à Alger, il y a quand même assez de solidarité. Quand il y a des Hirakis qui sont jugés, on se retrouve nombreux devant les palais de justice. Le plus souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le plus souvent le cas. Encore la semaine dernière, quand il y a eu le procès de ceux qui ont marché ou qui ont été arrêtés le 5 octobre. Mais à l'intérieur du pays, ça doit être beaucoup plus difficile. Moi, je voudrais juste revenir sur cette information donnée par votre correspondant, par Khaled, qui disait qu'elle n'est pas sur c'est très important ce qu'il nous a apporté comme information. Je précise que ce n'est pas la première fois, à ma connaissance, Khaled Tazarat, le militant qui a écopé malheureusement d'un an ferme et qui est en prison actuellement, a aussi été jugé et condamné, y compris avec cette même loi, entre guillemets. Et je pense, je parle sous réserve. La loi ne condamne pas, elle donne des amendes. Hein. En tout cas, c'est des amendes. Il a reçu en tout cas une amende, même s'il n'est pas en prison, mais il a reçu une amende. Il a été également condamné sous ce chef d'inculpation. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, c'est Alger, effectivement, on peut dire qu'entre la semaine dernière, et c'est tant mieux, et cette semaine, aujourd'hui même, il y a eu une mobilisation, effectivement, de nouveau, une assez intéressante mobilisation, pas très forte, mais il y a eu le retour d'un certain nombre de personnes qu'on ne voyait plus devant les tribunaux. Mais que ce soit sur Alger ou sur les autres wilayas, effectivement, ce que expliquait le professeur Chitour, comment dire, cette répression, ça a tétanisé les gens, que ce soit les citoyens lambda qui participaient avec vous, avec les gens, avec les collectifs, etc., devant les tribunaux, ne viennent plus, et même les militants, les activistes du Hirak ont de plus en plus de mal à se présenter, à être présents quand il y a des détenus qui passent devant les tribunaux, ou quand il y a des anciens détenus qui sont censés, on en parlera probablement, qui sont censés passer devant pour être jugés enfin devant un tribunal. Il y a de plus en plus de mal, et il y a, je dirais même, une certaine démobilisation qu'on a vu, que ce soit sur Alger ou sur les autres wilayas, ce qui n'a pas été le cas effectivement. Il y a une semaine suite à l'arrestation le 5 octobre des manifestants, ou aujourd'hui, et ce qui n'a pas non plus été le cas à Oran, parce que je rappelle que ce soit à Béjaïa et à Oran, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, que ce soit après la manifestation du 5 octobre, mais également suite aux différents rassemblements auxquels ont appelé les mouvements féministes, suite au sujet qu'on va traiter après peut-être contre les féminicides. Donc il y a de plus en plus de complications. Je citerai un exemple. Moi, je suis régulièrement présent pour soutenir, enfin par solidarité devant les tribunaux, que ce soit à Ben Ramdan ou Ruisseau. C'est simple, à part les 2 dernières fois, vous en avez parlé, aujourd'hui et la semaine dernière, mais vous avez pratiquement un policier en civil pour un citoyen qui est venu pour se solidariser, et il ne nous laisse plus être devant les tribunaux. On va dans les cafés, ils viennent nous chercher dans les cafés en nous interpellant: qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que vous préparez, etc. Donc même de manière dispatchée, il y a cette pression pour faire en sorte effectivement qu'il y ait de moins en moins ou plus de gens qui viennent soutenir et solidariser, que ce soit avec les détenus ou ceux qui librement passent en jugement. Et deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, à mon avis, c'est que sont censés, même sous la pandémie, avec les précautions, etc., nécessaires, mais il y a des procès qui sont censés être... Les procès sont censés être publics, au moins pour la presse. Ici même, au tribunal à Ben Ramdan, les journalistes ne sont pas
tous, en tout cas, et toutes autorisés à rentrer. Alors je vous pose une question. Il y a à propos de cela, il y en a qui pensent que c'est pour cacher ou mettre dans l'anonymat les magistrats ou le juge qui rend la personne. Le nom de celui qui a condamné Khaled Drarni a circulé sur les réseaux sociaux et ça a provoqué un débat. Il y en a qui disent vous l'offrez au lynchage, il risque sa peau, demain, etc. Vous en pensez quoi, professeur? Non, je ne crois pas que ce soit pour protéger les magistrats. J'ai peur d'écorcher son nom, sinon je l'aurais cité. Oui, voilà. Non, mais sérieux, sinon je l'aurais cité. J'aurais cité son nom. Parce que moi, j'ai pendant longtemps, juste je donne mon avis, c'est pas mon rôle de le dire ici, mais pendant les années 90, évidemment, il n'était pas question de donner un nom de juge parce qu'il risquait réellement sa peau. Mais en 2020... Non, absolument. Et tout ce qu'on vient d'énoncer, tout ce que vient de dire Hakim, et ce sont des prétextes, ce sont vraiment une instrumentalisation de la justice, de la crise sanitaire, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourrait prendre comme tous les arguments sont bons pour faire peur, c'est la terreur qui s'installe et intimider toutes les formes de résistance. Mais je pense aussi, en tout cas en ce qui concerne certains segments de la société, il ne faut pas tout de même dire qu'on est arrivé à un tel degré d'évidence, justement, de la volonté d'intimider et d'empêcher finalement que la mobilisation reprenne et que les objectifs du Hirak n'aboutissent pas, car c'est, je crois, cette répression et cette terreur, elle a cet objectif bien précis. Je pense aussi que ça peut être très contre-productif de continuer ainsi, parce que c'est pas un catalyseur. Concrètement, Hakim vient de confirmer un petit peu notre impression, mais quand même, l'envie pour les citoyens maintenant de trouver d'autres formes de résistance que les manifestations et les marches, et l'envie de se regrouper, de s'auto-organiser et de trouver des moyens de faire entendre nos voix et faire aboutir les revendications du Hirak. Je crois qu'elles sont en marche. Pour ne pas au sens propre et figuré. On va en parler, effectivement. Alors, au chapitre de la terreur... Voilà. Au chapitre de la terreur et de la peur qu'on veut diffuser, distiller dans la société, il y a ce verdict incroyable, je fais cela vers la chaise vide, incroyable, à Khenchela, contre le militant Yassine Mebarki. 10 ans de prison, 8 ans recueillis par le procureur, 10 ans de prison pour une série de délits, de crimes, qui sont supposés être des crimes, dont essentiellement celui qui lui a valu cela, c'est l'Issa bin al-Islam. Et qui lui a valu ce verdict-là. J'aurais voulu, il était prévu, il est toujours prévu, ça peut arriver encore, que son avocat, un de ses avocats, Maître Hachem Sassi, vienne sur ce plateau-là. Je l'ai appelé pour qu'il intervienne au téléphone pour nous parler de l'affaire de Yassine Mebarki, qui a suscité les mois dans le pays et ailleurs. Et il était sur la route, il m'a dit, je peux faire mieux que de parler au téléphone, je peux venir au plateau de Radio M, je suis sûr. Mais il semblerait qu'il ne soit pas encore arrivé. On a vu combien c'était compliqué d'arriver à la place Audin aujourd'hui. On va espérer encore qu'il puisse arriver pour nous parler de son mandat et de qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce dont on sait, ce qu'on sait déjà du profil de Yassine Mebarki, c'est que c'est d'abord un militant amazigh dans le pays chaoui. Voilà, il y a une revendication amazigh forte dans le pays chaoui, à Khenchela en particulier. Il fait partie du noyau islam, qui est évidemment animateur du Hirak. Disons, ma première question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que la réaction est quand même relativement faible pour un verdict de ce type-là en Algérie? Ah oui, bonne question. C'est très, très, très en deçà, franchement, de ce que ça mériterait comme protestation, voilà, et d'indignation, absolument. C'est 10 ans pour quelque chose qui est censé être protégé, vous me corrigerez. On n'a pas le nom du juge, là. Par la Constitution, la liberté de culte.
10 ans pour avoir Issa al-Din, c'est énormément, même, je veux dire, même si on sait pertinemment, et je crois que c'est pour ça que vous précisez que c'est un militant de la cause amazigh, même si on sait que c'est pour d'autres raisons, effectivement, qu'il a été arrêté et qu'ils essayent de faire taire les Aurès à travers sa condamnation. Mais oui, c'est très en deçà de ce que ça mériterait comme indignation. On a l'impression que c'était tellement fort que les gens n'y ont pas cru. Oui, et c'est Dans un vrai que premier ça temps. paraît. Mais en même temps, on rebelote, on revient au point de départ. Alors, rappelez-vous aussi notre étonnement, notre stupéfaction pour ceux qui avaient brandi l'emblème amazigh, alors que c'était absolument, enfin c'était absolument anticonstitutionnel. Donc attention, il faut être très vigilant parce que il me semble que ça procède de la même mission de faire mal à tous ceux qui défendent la cause Mais amazigh. là, on pourrait penser, professeur, que c'est quand même assez maladroit dans la stratégie de la répression. On Oui, avait voulu peut-être c'est isoler la Kabylie pendant un moment. C'est ça. Et la peine la maintenant, plus lourde, on l'applique à un militant en pays chaoui, à Khenchela. Mais peut-être que c'est ça. Vous savez très bien qu'il suffit de frapper très lourdement dans un verdict pour dissuader l'ensemble. Justement, c'est tellement c'est inédit finalement en terre chaoui. Donc, on frappe très fort pour avoir l'effet dissuasif pour tout le monde. Vous savez qu'il suffit de terroriser une personne dans certaines conditions pour faire taire la répression, pour faire taire les voix discordantes qui pourraient être multiples. Je trouve que c'est scandaleux et j'aimerais aussi peut-être faire la transition et continuer. On va arriver. Voilà. Mais sur la faiblesse de la réaction. Oui, je sais que Voilà. ça va nous amener sur Voilà, le sujet suivant. c'est ça. Sur le sujet, est-ce que vous avez noté que pour la première fois, il y a une procédure ouverte en justice contre Farhad Mahanni pour la première fois. Donc on peut aussi imaginer Oui, c'est ça. qu'il y a une nouvelle stratégie. Enfin, le MAC était préservé jusqu'à maintenant et les militants du MAC dans la wilaya de Djeya, pour la première fois, sont poursuivis en justice. Voilà, c'est très... Est-ce que vous avez un commentaire sur ça? Est-ce que ça signifie qu'on a décidé de chasser la haine et abattre, je crois. Enfin, ils étaient on ménagés. revient. On les arrêtait, mais est-ce que vous avez entendu parler un jour d'un procès impliquant des militants du MAC? Je ne veux pas me mettre... Il y en a, non, il n'y en a pas. En tant que tel, il n'y en a pas. Non, Il y en a non, pas. et Et ça voilà. va commencer. Il y a eu des Et arrestations, ça va il y a eu commencer. des commissariats, etc. Voilà. Mais présentation même devant les Présentation, tribunaux, mais pas de condamnation à du ferme, non. Donc vous voyez bien que c'est... Il se passe quelque chose. C'est crescendo, c'est une volonté aussi puisqu'on a parlé récemment de pluralisme, c'est aussi pour empêcher vraiment, je crois, l'expression libre de la majorité. C'est clair. Ça, ils je auront du crois. mal, si je puis me permettre, excusez-moi, professeur, ils auront du mal, et en particulier, je pense que autant dans les bien Aurès sûr. qu'en particulier en Kabylie, Bien ils auront sûr. du mal à faire taire cette revendication. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu pour mettre de l'huile sur le feu, Bien histoire, sûr, je veux oui. dire, le fait de porter atteinte ou d'interpeller et de condamner, s'ils vont encore plus loin, et le fait de ce que vous venez de donner comme information pour Farhad Mahanni, est-ce que c'est pas aussi une énième provocation réservée à la Kabylie particulièrement, même si c'est pas que, sur l'histoire de la question de l'identité Bien sûr, auquel mais c'est ça. La Kabylie, on ne peut pas dire qu'il y a une très grande implantation du MAC en Kabylie. Non, je parle de la question Non, de la revendication identitaire. l'identité. Pas le MAC, non, pas le MAC. Je trouve ça Mais, très dangereux, mais enfin, ça a été précédé sur les réseaux sociaux vraiment d'appel au meurtre aussi. Il y a eu une haine qui s'est déchaînée, et je crois que c'est la logique, en fait, ce verdict d'une démesure invraisemblable et incroyable. Oui. Il me semble que c'est très très dangereux aussi pour la préservation de l'identité amazigh. Alors, on est en train de dérouler l'actualité de caractère pacifique. Bien sûr. C'est de la provocation, oui. On était en train de dérouler donc l'actualité politique et militante de la semaine. Il y a eu une réaction jeudi dernier donc, contre les féminicides, dans l'élan, l'émotion qu'a soulevé l'assassinat de Shaima.
de la jeune Shaima. Alors, Et toujours la deux même femmes question, j'ai commencé toujours Oui. par la même question. Oui. Donc, un carré de femmes qui Votre carré voilà, féministe qui s'est s'est rassemblé. implanté Voilà, des rues des Douches pendant Mourad. le À Oran, le piquet a été empêché, C'est ça. le rassemblement a été Mais empêché. Il y a là- eu des interpellations. Alors, Mais là, est-ce non. que Ah, toujours la même question, comment vous sentez cette mobilisation? Est-ce que vous espérez quand même plus de solidarité? Oui. Voilà, je vais tout à fait être dans la continuité de ce qu'a dit Hakim en ce qui concerne la faiblesse, le déficit d'indignation en ce qui concerne ce verdict ahurissant qu'on vient de commenter. Là, tout de même, il y a, vis-à-vis d'une situation très très grave vis-à-vis des femmes, on en est, je pense que vous le savez, à 40 féminicides depuis janvier 2020. Et bien sûr que ça a été couvert par la presse, mais vous avez vu les commentaires sur les réseaux sociaux, on a même assisté à des dérives tout à fait insupportables, pas de non seulement presque de justification, et les choses se sont retournées. La pauvre Shaima, à un moment donné, a été mise on l'a culpabilisée et on a oublié qu'elle avait quand même été, qu'elle avait été horriblement assassinée dans des conditions. Vous avez vu combien. Alors ce déficit d'indignation, on l'a vu au niveau de ce carré. Et nous attendions surtout une solidarité masculine, beaucoup plus grande. Je sais, Hakim, que tu étais présent, mais c'est quand même, je crois, Est-ce que vous avez pu... Est-ce que c'était... Moi, j'en ai entendu parler après coup. Non, c'est vraiment pour être... Non, parce que vraiment, il faut être... On avait fait quand même. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas seulement... Ça n'a pas commencé le jeudi au carré féministe. Il y a, peut-être que vous ne le savez pas, il y a une campagne qui a été lancée pour s'indigner contre les féminicides. Oui. Je voudrais vous rappeler le hashtag qui est, je crois, extrêmement fort. Alors c'est le hashtag voilà, nous venons de perdre encore une des nôtres. Ce que veut dire ce hashtag, c'est que terminer l'anonymat et l'oubli dont sont victimes ces femmes assassinées dans des conditions horribles. Et nous voulions faire passer l'idée qu'il fallait justement en parler individuellement, réanimer leur mémoire, leur martyr, pour que justement l'oubli ne se fasse pas. Il y a Shaima, mais il y en a beaucoup d'autres. 40 depuis le début de l'année, c'est affolant. Donc, ce que je voudrais dire, c'est donc, encore une fois, le déficit d'indignation, le déficit de solidarité, et peut-être aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que on a immédiatement, les institutions ont réagi en demandant une sévérité plus grande. Vous avez vu dans les verdicts, là, alors, c'est ridicule cette peine de mort. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder la question, mais en tout cas, une grande sévérité vis-à-vis des auteurs de ces crimes en ce qui concerne les actes délinquants dans les bandes, vous savez, dans les quartiers, et vis-à-vis des enfants kidnappés, ça c'est sûr. Est-ce que vous ne croyez pas que c'était le moment quand même aussi, plutôt que de faire un amalgame entre l'agresseur en ce qui concerne les femmes et la victime, est-ce qu'il n'était pas temps de dire aussi, il faudra, puisqu'on a constitutionnalisé dans la réforme le chapitre sur les violences faites aux femmes. C'est pas encore fait. Le vote, c'est le 1er novembre. Voilà. Bon, en tout cas, la proposition. Non, mais pour ceux qui défendent, je parle des institutions, est-ce qu'il n'était pas temps, et c'était l'occasion rêvée, de dire, bien entendu, tous ceux qui sont coupables de ces crimes doivent être... Enfin, il y avait quand même, je pense, à faire un rapprochement ou à unir un peu toutes les victimes de tous ces actes. Pourquoi n'a-t-on pas fait quand il s'agit des femmes? Et ça me paraît très très dangereux pour la cause de l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est... Alors pourquoi les hommes n'étaient pas plus nombreux que ça présents? On va poser la question à quelqu'un qui était présent, plus solidaire. À Oran, il y en avait plus, oui. Voilà, donc d'abord, moi, tout en étant d'accord avec le manque de mobilisation, mais quand même, je voudrais positiver. Oui. Moi, je salue. Franchement, je salue
je ne salue pas en général les courages, mais cette fois, elles ont eu le courage de dire, malgré la répression dont on parle depuis le début de l'émission, elles ont eu, ces mouvements féministes, ces féministes ont eu le courage d'appeler à un rassemblement dans la rue. Voilà. Et pourtant, elles savaient, et en particulier à Alger, ce qu'elles risquaient. Voilà. Et ce qui s'est passé à Oran. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça, d'ailleurs? Je rappelle également que ces rassemblements se sont faits à Alger, à Oran, à Tizi, à Constantine et à Béjaïa. À Constantine et à Béjaïa. Ce n'est pas juste un rassemblement à Alger-Centre. Et donc, on ne peut que saluer, moi personnellement, je ne peux que saluer cette énième, mais première tentative du temps du Covid. Non, le Hirak, vous étiez bien présente, vous vous êtes imposé. Il faut aussi saluer cette mobilisation très courageuse, je pense. C'est des fleurs qui leur sont lancées et qu'elles méritent. Ensuite, effectivement, malheureusement, mis à part à Oran, où il y a eu une très très forte répression dès le départ et ils ne les ont pas laissés du tout se rassembler, il y a eu quand même quelques hommes, qui participaient, dont l'ami Qaddour Chouicha qui a été embarqué avec d'autres personnes, etc. Président de la Ligue des droits de l'homme. J'ai oublié de dire que... Oui. Réseau Wassila, les informations vous viennent beaucoup de là. Hein, bien sûr, oui, je suis. Oui, bien sûr. J'ai oublié de vous présenter aussi comme... Notre action depuis 20 ans, ça correspond aussi au 20e anniversaire de la création du réseau Wassila. Bien sûr, on est un groupe d'associations qui avons lancé cette campagne, bien sûr. On est partie prenante au réseau Wassila. Mais ensuite, sur l'absence, effectivement, d'hommes, pratiquement d'hommes, c'est même pas... c'est pratique. Enfin, quelques hommes étaient présents, en tout cas sur Alger. À Oran, il y avait plus de présence masculine que ce qu'il y avait à Alger. Et à Alger, il y avait beaucoup plus de femmes. Voilà, donc, mais ça, malheureusement, on ne peut que regretter ça et continuer à travailler, vous et nous à appeler à ce que la solidarité et à sensibiliser. Je ne veux pas revenir trop en arrière, mais je crois que les deux qui êtes présents ici, vous vous rappelez au début du Hirak, avant que vous vous imposiez, vous imposiez le carré féministe ici à Alger, les problèmes que vous aviez eus. Tout à fait, donc, y compris des femmes qui n'étaient pas trop d'accord, etc. Donc, les hommes... Alors, je rappelle à nos amis auditeurs qu'il y a eu un débat politique important sur ça, de savoir est-ce que c'est les premières semaines ou les premiers mois du Hirak, est-ce que c'était le moment de manifester avec les mots d'ordre propres à l'égalité homme-femme, donc, ou est-ce qu'il fallait rester sur les mots d'ordre généraux de départ du système de changement démocratique et de reporter pour plus tard la revendication de l'égalité? C'est un débat qui ne sera jamais tranché de toute façon. Les féministes ont choisi de porter cela. Pour ceux qui disaient que ce n'était pas le moment à ce moment-là, qui peuvent avoir l'argument, aujourd'hui, lutter contre cette propagation des féminicides, c'est clair que c'est le moment. Voilà. Et je crois qu'on a eu raison, rétrospectivement, parce que vous voyez bien que cette horreur que sont les féminicides, ils ont comme racine l'inégalité en droit, parce que c'est l'aboutissement, en fait, nous qui luttons depuis 20 ans. Je vais être provocateur. Est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que dans les pays où il y a plus de droits garantis aux femmes, il y a moins de féminicides? Je pense. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que les 40 dont nous faisons une statistique fiable, moi je pense que non. Si vous saviez, comme dans notre expérience justement au réseau Wassila et les autres associations de femmes, on est persuadé que beaucoup de féminicides sont travestis, masqués en suicide et en mort naturelle. Donc, ce dont je suis certaine, c'est que la fréquence est bien plus grande. Mais même... Et qu'est-ce qui fait que c'est plus... On retrouve cela plus dans les pays où il y a moins d'égalité? C'est parce que la justice ne sévit pas suffisamment contre les féminicides, ou c'est parce que les hommes se croient tout permis quand le droit est de leur côté? Puisqu'on ne lutte pas contre le cycle... En fait, les féminicides, ce sont une conclusion, un paroxysme de violence en fait, qui souvent durent des décennies et qui ont été dans leur nature et dans leur fréquence
là encore, On n'a pas de dispositif pour séparer le bourreau et la victime. Je vous donne des exemples. Combien de médecins légistes sont venus nous dire qu'elles ont eu à faire une pile de certificats médicaux contre coups et blessures volontaires, juste sans que personne ne sache protéger cette femme qu'elle retrouve finalement en autopsie à la morgue. Donc, vous voyez bien que la réalité de la protection, elle doit commencer dans déjà des mesures, l'indignation vis-à-vis de toute forme de violence. Et je crois que la loi quand même de 2015 est là, c'était une avancée. Criminalisation, faire un délit des violences contre les femmes. Rien n'est appliqué, rien ne se voit sur le terrain. Il n'y a pas de mesures concrètes de protection. Donc il est tout à fait logique qu'on arrive à l'ultime étape, hélas, du cycle de violence qui est l'assassinat et la mort. Et bien entendu, là, on n'a pas le temps d'analyser en détail notre point de vue pour répondre directement à votre question. Bien entendu, c'est la discrimination, les lois inégalitaires et la discrimination faite aux femmes, les formes d'éducation. Et la preuve, les hommes ne se sentent pas, en fait, concernés ni par les violences quotidiennes banales, mais vous voyez bien, même par les violences extrêmes. Et je vous dis mon inquiétude, et je voudrais juste dire ça. Nous qui avons créé ce réseau le 5 octobre 2000, au sortir de la décennie de terrorisme islamiste, nous avions été meurtris à cette époque par les viols des femmes dans les maquis, leur esclavage domestique et sexuel. Et rappelez-vous, la même chose, un silence de la société. Ces femmes n'ont pas été aidées à interrompre les grossesses quand il y avait des grossesses issues de ces viols. Ces femmes ont été souvent rejetées par leur famille. Et il a fallu, je vous rappelle ça, 20 ans pour qu'elles soient considérées comme des victimes du terrorisme, contrairement à toutes les autres victimes, et pour qu'il y ait... Donc je suis très inquiète aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on revoit, il y a une reviviscence, d'abord dans les violences extrêmes. Une des choses qu'on a dites à l'anniversaire de notre réseau, c'est qu'on est frappé. On est incapable de donner la fréquence des violences, vous le savez bien, mais on est frappé par le caractère monstrueux des violences dans le cadre même de la famille et conjugale, des tortures, des tentatives d'égorgement. Donc, Est-ce que c'est un feedback? Est-ce que c'est parce que le mouvement populaire, parce que le mouvement populaire n'a pas pu tordre le cou à ce système, que le mouvement populaire n'était pas porté que par les hommes, mais que ça retentit? Est-ce que c'est lié au confinement? Je sais pas. Je pose des questions. Est-ce que c'est lié? C'est la montée de la fréquence. On sait qu'il y a la fréquence. Voilà. Il y a psychotraumatisme dont on sait qu'il a c'est pour ça que j'ai tellement peur du psychotraumatisme des prisonniers d'aujourd'hui aussi, qui va avoir des contre-coups et des retombées. Vous savez bien que c'est le stress post-traumatique par définition. Il peut s'exprimer tellement longtemps. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une analyse très sérieuse. Et donc, j'appelle vraiment à ce que tous ces assassinats et tous ces cas de violence extrême qui peuvent être médiatisés suscitent suffisamment d'émoi dans la société, tous sexes confondus et toute population confondue, pour qu'on hurle ensemble contre ces horreurs. Hakim Haddad, je m'adresse aux militants des droits de l'homme en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une montée d'une revendication d'ordre qui s'exprime d'ailleurs peut-être déjà aujourd'hui par la revendication de l'application de la peine capitale qui est en moratoire depuis 1993. C'est pas tout à fait l'effet qui était recherché. Non, c'est pas vraiment ce qui était recherché, mais malheureusement, oui, y compris que ce soit pour suite à ces féminicides ou ces féminicides, parce qu'il n'y a pas que Sheima, effectivement, y compris même par rapport à la répression et les tentatives de marche, etc. Soyons honnêtes aussi, il y a des pans dans la société qui
qui peuvent commencer à dire, ou qui certains commencent à dire, oui, il faut maintenant arrêter les marches, arrêter voilà, et laisser les autorités travailler, etc. Donc, et qui, par moment, en arrivent même certains à justifier non pas les condamnations, mais les répressions, les interdictions de manifestations, etc. Donc, oui, c'est effectivement... C'était pas l'effet attendu. Alors, Non. C'était pas l'effet attendu. Sûrement pas. La peine de mort, sûrement pas. Non, encore, non. Oui. Mais juste sur... Moi, je complètement d'accord avec le professeur Chitour sur le fait que tant qu'on n'a pas été plus loin dans la reconnaissance effective d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes, ces choses-là continueront, même si c'est vrai que probablement que la question du Covid et du confinement, etc., a exacerbé les frustrations, etc., Oui. etc. Mais ce n'est pas, je veux une dire, justification. ce n'est absolument pas une justification. En aucun cas, il peut y avoir une justification, mais il faut aller vers des lois égalitaires. C'est tout, Et c'est je ça. dirais, juste pour finir sans vouloir m'attarder, que moi, je suis optimiste. C'est pas de l'optimisme béat, parce qu'on voit, on s'est posé des questions à un moment donné, mais on voit que dans la mouvance féministe, il y a les jeunes femmes, je ne vais pas en vrai, les citer les jeunes maintenant, il y a les féministes, jeunes bien sûr, filles, qu'il faut des saluer. jeunes qui aujourd'hui, Il faut saluer. franchement, je les salue, que ce soit y compris issus du Hirak, qui ont pris conscience qu'à travers le Hirak et à travers des personnes comme vous, le réseau Wassila, d'autres associations qui sont actives sur cette question. On l'a vu lors de ces rassemblements. Ces campagnes, voilà, c'est donc vraiment- c'est elles qui voilà, ont et eu c'est elles qui l'initiative. mènent sur les réseaux Ah oui, sociaux ces c'est campagnes. quoi. Donc l'espoir est encore permis. Je dirais juste une chose, dans la mesure où je lancerai peut-être un appel, c'est que faut un peu peut-être savoir appeler les hommes, la jante masculine, à participer à vos rassemblements ou même à vos réunions et même à la préparation De cette peut-être de ces campagnes. Il faut impliquer l'homme et à mon avis, le sensibiliser et que vous l'accompagniez et pas juste l'appeler quand il y a, aussi important soit la chose, quand il y a des rassemblements ou des manifestations, mais l'impliquer dans le processus qui est le vôtre quand vous menez des campagnes, parce que ça lui permettra de vraiment toucher du doigt, si je puis me permettre ce terme, la réalité la gravité de que ce soit les féminicides ou tout ce que vivent les femmes de manière générale au quotidien. Absolument. En amont. Alors, on a bien compris donc le droit des citoyens à la liberté d'exercer le droit à marcher, à manifester, donc à occuper l'espace public et piétiner. Les arrestations, le procès dont on a parlé aujourd'hui sont liés à l'exercice de ce droit. Mais dans le même moment, c'est vous, professeur, qui disiez tout à l'heure, il y a la conscience qui est en train de monter qu'il faut de plus en plus s'auto-organiser et mettre en marche le besoin d'organisation. Il y a un autre droit constitutionnellement assuré. Tout à fait. Qui est bafoué, puisque par exemple, le PAD qui a organisé une journée de mobilisation en défense des libertés a dû se rabattre sur le siège d'un parti politique pas pour pouvoir pas d'autorisation pour la de réunion. Alors, le droit à la réunion. Oui, alors on peut rappeler donc on va évoquer un peu le contenu de cette journée pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue maintenant dans cette phase-là de la mobilisation. Le Hirak, le volet marche n'est pas là, même si le 5 octobre, c'est une piqûre de rappel pour montrer que les Algériens sont capables de réoccuper le terrain de l'espace public. Mais en attendant, donc, il y a ces enjeux d'organisation. Alors, vous avez, professeur, dirigé les travaux de cette journée. Vous avez été la modératrice en chef, on va dire. Mais j'ai eu ce rôle et j'ai été très honorée en tant que membre du CAMAN, c'est-à-dire ce collectif des Amis du Manifeste pour l'Algérie nouvelle, qui est un petit peu négligé par les journalistes. Alors ça rappelle que dans le PAD, il y a aussi un pan société civile, ce qui n'est pas suffisamment connu. Le PAD est surtout perçu pour la présence des partis politiques. Vraiment, on peut le rappeler. Bien sûr qu'il faut le rappeler, et je crois que c'est depuis l'indépendance la première fois que les forces démocratiques et progressistes se sont organisées pour créer ce pacte
de l'alternative démocratique. Ça, il faut quand même le dire. C'était en juin 2019. Et comme vous venez de le dire, ce collectif dont j'aimerais bien parler un petit peu, si vous permettez, avait des représentants dès le départ, membres fondateurs du PAD, et 2 ou 3 représentants au sein de ces forces démocratiques unies. Et donc c'est important de le rappeler, et la présence de la société civile est très importante au niveau du PAD. Et vous me disiez de rappeler un peu, le titre est important, c'était pour manifester notre indignation, notre crainte, tout ce que nous venons de dire depuis le début de l'émission. Ça s'appelait le pluralisme et liberté. Nous avons donc surtout, et Hakim était là, dans la banderole derrière vous, il y avait écrit même multipartisme. Oui, et bien la défense du multipartisme. Eh bien ça, c'est une erreur de publication, parce que... Je viens de me trahir, j'étais présent dans la salle. Voilà, mais justement, il était bien convenu que c'était le pluralisme. Et pas le multipartisme, mais le multipartisme est en danger. Oui, bien sûr. Bon, mais enfin, on voulait aller au-delà du fait du seul multipartisme. On voulait aller dans la reconnaissance égalitaire des langues officielles, par exemple, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et de bien d'autres formes de pluralisme. Voilà, je crois que c'était important. Oui, le pluralisme syndical. Le pluralisme syndical, puisqu'il y avait beaucoup de syndicats représentés et qui ont aussi attiré notre attention. J'avoue que j'ai été très émue et meurtri par ce que certains ont dit, ces ouvriers qui ont perdu leur place, qui n'ont pas de salaire. On oublie les nouveaux syndicalistes de Numilog étaient présents en force. Vous avez vu que la réunion s'est terminée, c'était quand même assez émouvant, par une quête au profit des familles. Donc, des familles d'anciens employés du groupe Cévital. Voilà, exactement. Donc, ce pluralisme, je trouve que c'est beaucoup plus beau de dire il est dans la composition du PAD et dans le contenu, puisque vous avez rappelé le contenu de cette journée. Alors, le CAMAN a adhéré par l'intermédiaire de 3 représentants à cette formation, parce que nous partageons vraiment, je crois, Hakim, les valeurs, en tout cas démocratiques, que sont, et les valeurs démocratiques complètent la démocratie substantielle, c'est-à-dire et les libertés et l'égalité, la construction d'un état de droit. On partage aussi, je crois, très clairement la volonté que la loi ce soit issue du droit positif, qu'il y ait sécularisation de la vie politique donc vraiment un certain nombre de valeurs qui sont communes. Et je crois que ce qui a été important, c'est qu'on a beaucoup insisté, Hakim le dira beaucoup mieux que moi puisqu'il a lu magistralement la résolution finale, mais nous avons appelé à ce que ce ne soit pas seulement une journée d'études. Nous avions insisté justement pour que ce soit une journée d'action aussi, de propositions concrètes pour essayer ensemble de trouver des solutions pour faire aboutir, quelle forme d'organisation pour faire aboutir les objectifs. Alors, je vais m'adresser au rapporteur donc, de la résolution à la fin de cette journée de mobilisation et d'études sur les libertés. C'est quoi ensemble trouver ensemble le front auquel il a été fait allusion, c'est qui doit être dedans, qui n'est pas dans le PAD et qui doit être dedans. D'abord le PAD, je voudrais merci de me tendre la perche. D'abord le PAD, effectivement, comme ça a été dit, il y a des individus dits de la société civile, j'en fais partie par exemple, d'autres également, mais aussi d'autres organismes. Il y a le CAMAN, il y a la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme présidée par Nordine Benissa qui en fait partie, voilà, et il y a le PAD d'Abedjaya par exemple qui est très actif, etc. Des associations en font partie, des associations, enfin c'est pas seulement un regroupement de partis politiques. J'insiste sur une chose et je lance par ailleurs un énième appel, il est toujours ouvert.
tout le monde, tous les gens qui souhaitent, ou entités organisées, ou les comités de libération d'un tel ou un tel ou un tel, sont invités à participer en tant que tel au PAD. Ce n'est pas un regroupement qui est propre que aux partis politiques. Deuxième rapide chose, vous l'avez rapidement dit effectivement, c'était une journée parce que en fait on a fait le constat qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui était le plus urgent, j'allais dire, c'est c'est par rapport à la répression, le thème de votre émission. Vous pouvez l'interrompre, hein. Oui, Tout bien à sûr. fait. C'est la répression, donc il fallait organiser une journée pour les libertés et contre la répression. Mais c'est une journée de quoi ? C'était marqué derrière, en arabe et en français, c'était une journée de mobilisation. C'est pas juste on vient, on fait le constat de ce qui est en train de se passer et on s'auto-congratule les uns les autres et on rentre chez nous. Non, ça se voulait comme une journée de mobilisation pour aller plus loin. Donc l'idée, effectivement, qui a été soumise à l'assistance et qui a été adoptée ensuite sous forme de résolution, c'est donc les présents, j'insiste, c'était pas juste les partis politiques et les membres du PAD, mais c'était plein de gens qui sont venus, je le précise, malgré les problèmes qui sont venus d'Oran, qui sont venus d'Alger, de Béjaïa, qui sont venus de d'autres wilayas. Une question un peu politicienne. Donc, le FFS a quitté le PAD, a suspendu son activité, mais il y avait l'Askri à la tribune. Ça, non, il n'a pas quitté. Non, pour l'instant, non, c'est pas très politicien, c'est réel. La question mérite d'être posée. La question mérite d'être posée, absolument, et donc on va donner la réponse. Le FFS n'a pas quitté. Ils attendent le Conseil national, leur prochain Conseil national, pour décider de reprendre leur place au PAD. C'est pas ce que l'a laissé entendre Hakim Belaskri. Nous, en tout cas, c'est ce qui est dit, en tout cas, à chaque fois quand, pendant 1 mois et demi, on préparait cette journée et qu'on les appelait pour ils disaient, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, nous attendons le Conseil national. Donc ensuite, libre à M. Belassel ou à d'autres responsables de ce parti de dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Mais la réponse officielle sortie de leur congrès, de leur dernier congrès, c'était qu'ils attendaient le Conseil national. Pardon, il n'y a pas eu de communiqué, Hakim, du FFS. Non, bien sûr, il n'y a pas. Qu'il a quitté. Après, libre à tout le monde de rester, de rejoindre ou de partir, ce qui n'empêchera pas le PAD de continuer, de continuer à exister, même si malheureusement nous en arrivons à voir le FFS partir. Mais juste une dernière chose, pardon, vous me dites sous quelle forme et pour qui ? Pour tous les gens qui aujourd'hui est réprimé dans ce pays, individus, organismes, organisations, associations, collectifs de citoyens. Donc, ça pourrait prendre quelle forme ? Tous les gens, une sorte de front. Oui, une sorte de front démocratique contre la répression et pour les libertés. Et encore précision utile, excusez-moi, pardon madame, qui n'est pas liée au PAD. C'est une entité indépendante, complètement libre, parce que vu la situation et l'urgence de la situation, il faut qu'on s'allie ensemble et qu'on fasse ensemble front face à cette répression qui, à mon avis, de mon point de vue, continuera même au-delà de leur référendum du 1er novembre. Voilà, parce que l'analyse, finalement, c'est que cette répression, elle a un objectif, un but. C'est pour empêcher la mobilisation citoyenne, même s'il y a aussi des partis politiques. Et donc, la résistance, c'est, puisqu'on n'a plus les rassemblements et les marches pacifiques hebdomadaires, la résistance, c'est l'auto-organisation citoyenne. Ça nous paraît absolument les acteurs vital. de 88 que vous êtes, Monsieur SN, peuvent nous enseigner les... Donc, mais c'était plus facile après octobre 88, il y a eu une ouverture et on autorisait les gens à s'organiser. C'est un autre contexte. C'est ça qui nous paraît absolument vital, l'auto-organisation citoyenne, pour contrecarrer cette volonté de ne pas permettre finalement au Hirak de... L'auto-organisation, donc ça va... Est-ce que ça ne va pas télescoper cette idée qui existe ? Elle est bien là. Peut-être qu'elle a reculé
reculé Oui. parce qu'on n'a plus d'évaluateurs qui existent dans le Hirak, de refuser tout cadre organisationnel, c'est-à-dire dire le Hirak est horizontal et il ne s'organise pas et il continue d'opérer avec du dégagisme. Est-ce que c'est pas aujourd'hui finalement accepter de jouer un rôle d'avant-garde, d'élite militante, de prendre des responsabilités? Est-ce que c'est une idée qui vient aussi des activistes du Hirak? Est-ce qu'eux sont aujourd'hui plus prêts à aller dans une forme d'organisation, quelle qu'elle soit, on ne sait pas. C'est difficile à dire dans la mesure où, justement, je ne sais pas, et c'est très difficile à évaluer, mais je pense que, pourquoi pas, oui, un certain nombre de personnes qui réfléchissent à des modèles de société, à écrire des manifestes, à proposer des changements de modèles d'État, comme on essaye un peu de le faire. Vous connaissez peut-être le manifeste qu'a écrit dès le mois de mars 2019 le collectif donc, des Amis du Manifeste pour l'Algérie nouvelle. Il y a quand Moi, même je l'ai signé, il y a 10 000 signataires. mais cette dynamique-là, Oui. je n'ai pas pu rester dedans parce qu'à un moment donné, c'est la question que je vous pose, Oui, on avait l'ambition de réunir tout le monde, y compris les conservateurs. Je dis les conservateurs parce que dans les islamistes aujourd'hui, de vrais islamistes, la ligne de partage, en fait, c'est ceux qui acceptent de donner une chance de ravalement de façade au système et ceux qui refusent et qui sont pour vraiment un processus de refonte. Alors, quand on dit la ligne de partage, c'est celle-là, on va trouver des conservateurs qui partagent qui sont du bon côté. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et on trouve des modernistes qui sont du mauvais côté. Je ne vais pas en citer ici, je vais me faire encore. Bien sûr, non. Et donc, est-ce que ce n'est pas un recul quand même d'être aujourd'hui sur la question de ce front uniquement sur des questions de riposte face à de défense des libertés? Est-ce que le front ne peut pas aussi exister pour relancer la conquête politique et institutionnelle? Écoutez, il me semble qu'il y a une étape préalable à ce que je crois qu'on était allé trop vite. Quand on avait, puisque j'en ai fait partie pendant longtemps même, du collectif de la société civile, ce problème de consensus inclusif qui a finalement fait les divisions, ou en tout cas fait les séparations entre nous. Il nous semble, en tout cas au collectif, qu'il est absolument indispensable de réunir d'abord, allez, c'est un mot un peu, la famille démocratique sur des valeurs absolument incontestables. Et ensuite d'aller vers le... Et après, tout à fait le loisir de dialoguer. C'est vraiment l'impression que nous avons. Puisque de dialoguer avec les conservateurs qui sont sur la même feuille de route de rupture avec le système. Bien sûr, mais en tout cas, faire déjà ce rassemblement pour bien, clairement définir le modèle d'État que nous voulons défendre et les valeurs que nous partageons. Oui, moi on arrive sur la fin. Oui, je pense d'abord que rapidement, j'essaie d'être rapide, c'est qu'il y avait des gens qui étaient organisés, il y avait des gens qui étaient dans des associations, des syndicats, des collectifs avant le début du Hirak. Ils continuaient ils participaient au Hirak, mais ils étaient dans leur organisation. Il y a des collectifs qui sont nés, nous trois ici en faisions et on continue de faire partie. Donc il faut qu'ils continuent, il faut que il faut que l'organisation et cette structuration non pas du Hirak, mais des gens dans le Hirak, il faut qu'elle existe. Ça peut être un de nos acquis justement du Hirak, comme nous avons pu avoir des acquis suite à octobre 88. Donc il faut que ça s'exprime et il faut que les gens, je veux pas me faire taper dessus, mais ça ne viendra pas juste en marchant les vendredis, les mardis et éventuellement d'autres jours. Il faut s'organiser, il faut que la société produise des propositions, la société civile, vous le savez aussi bien que moi, Monsieur Hussein, travaille à le faire. Il y a eu des propositions avant, les partis politiques à travers le PAD et leurs partenaires à l'intérieur du PAD le font. Donc il faut, aller vers l'organisation de la société, du quartier jusqu'au niveau national et que des propositions émanent, que ce soit en faisant participer le plus large possible. Moi, ma tasse de thé, c'est
excusez-moi d'avoir dit ça, mais c'est de faire une plateforme démocratique, bien évidemment, et ensuite celui qui veut la signer, il la signe et il y adhère. C'est pas du tout, c'est pas nous faisons entre démocrates, ensuite on va voir éventuellement les conservateurs. Nous faisons un texte, celui qui est d'accord avec ce texte, qu'il adhère à ce texte, et ensuite on verra au fur et à mesure que ça avance. Dernière chose, vous avez posé la question, est-ce que il y a une urgence aujourd'hui, c'est la question de la répression, et tout ce qu'on a pu obtenir pendant, j'en ai vraiment mal, quoi. Tout ce qu'on a pu obtenir, on est en train de le perdre, quoi. On l'a perdu. Voilà. Les rassemblements dans la rue, les forums dans la rue, etc. C'était la réappropriation de ce que les gens en octobre 88 ont obtenu et qui est dans la loi. Donc il y a une urgence, et c'est pour ça ce front ou ce collectif pour les libertés. Mais ceci n'empêche absolument pas Eva de pair l'ambition doit politique aller de donner un prolongement. C'est même c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, et je dirais c'est nécessaire, et c'est même urgent que voit le jour, ou qu'en tout cas soit rendu public des choses, des initiatives qui, je sais, sont en réflexion aujourd'hui. C'est nécessaire, c'est important, parce que la semaine dernière on a dit que c'était éminent. Je me suis permis d'en parler. Voilà. Donc parce que il y a le pouvoir qui déroule. Nous aussi, le peuple algérien et les Hirakis doivent dérouler aussi leurs différentes feuilles de route. Merci beaucoup. Merci Hakim Haddad. Merci beaucoup, professeur Fadel Al-Chitoul, d'avoir reçu. Voilà, ça s'est bien passé, ce café presse politique. On a échappé aux gouttes entre les résultats du bac, la circulation, etc. Voilà. Et on a à peu près répondu. Dommage que Maître Hachem Sassi nous a pas rejoint. Il nous aurait été précieux sur l'affaire de Khenchela. Sur l'affaire de Khenchela. Et notamment, mais c'est aussi un militant politique qui aurait aussi apporté son point de vue sur la situation. On ne le sait pas d'ailleurs quel est son point de vue. Merci à nos amis auditeurs. Encore une pensée à Khaled Drani, que nous continuons à nous battre pour le faire sortir à tous les autres prisonniers. C'était une exigence, la libération, voilà, et la présence des uns et des autres devant les tribunaux quand il y a des procès de détenus ou même d'anciens détenus. Merci à vous, merci de nous suivre, continuez de partager nos contenus et continuez de nous défendre en nous suivant, uniquement en nous suivant. Attends comme ça. Merci à vous. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.